Vous voyez ce montant, 110 000 euros. Pas un gain, pas un profit miraculeux, c'est une erreur, mon erreur, dans le vaste univers de l'e-commerce. J'ai connu des succès qui peuvent faire rêver, mais tout comme Icare, je me suis approché trop près du soleil et j'y ai laissé quelques plumes en contrepartie de précieux apprentissages. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre en coulisses. Vous allez vivre avec moi non pas une, mais deux montagnes russes dans le monde de l'e-commerce. La première m'a vu lancer ma première boutique il y a 4 ans avec un chiffre d'affaires avoisinant les 50 000 euros, mais avec son lot de leçons. La seconde, une année plus tard, avec une boutique différente, m'a fait face à la douloureuse réalité de 110 000 euros gelés. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme dans le ring, ça peut cogner fort, mais armé de bonnes tactiques et avec un bon game plan, chaque coup peut se muer en opportunité de contre-attaque et vous mener vers la victoire. Si vous êtes prêt à en découdre et à transformer votre business et à suivre la voie de votre propre réussite, alors vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous reviendrons sur ces moments, les erreurs commises et sur les apprentissages tirés. Alors si vous êtes prêts, regardez cette vidéo. Comment mon succès initial m'a amené à ma première grande erreur? Tout le monde dit que cash is king, que le cash c'est le roi. Mais combien d'entre nous en ont une véritable compréhension? Mon erreur n'était pas tant de gagner de l'argent, le vrai défi c'est de le gérer. Il y a 4 ans, je suis entré dans cette jungle qu'est l'e-commerce. 200 € en poche, pas de guide, pas de mentor, armé de mon MacBook Air et une ambition brûlante. Rapidement, le succès m'a souri. Les chiffres se sont mis à parler au bout d'une semaine où j'atteins 1 000 € par jour. Tout ça avec l'honnêteté brute de mes efforts. 2 mois plus tard, 50 000 € de chiffre d'affaires. Pour certains, cela pourrait sembler facile. Mais derrière chaque vente, il y a des heures d'ajustement, d'essais et d'apprentissage sur le tas. Chaque jour représentait une nouvelle leçon, une opportunité d'apprendre, de s'adapter, de trouver la bonne audience et surtout de s'améliorer. Avec un chiffre d'affaires de 50 000 €, j'étais sur un nuage, surtout à mes débuts. J'avais l'impression d'avoir percé le secret de l'e-commerce. Mais la vie, elle, avait d'autres plans et la chute était inévitable. Ce succès initial m'a aveuglé, m'a poussé à dépenser sans discernement, comme si chaque euro était une validation de mes compétences. La première grande erreur que j'ai commise, mélanger finances personnelles et professionnelles. Une erreur courante du débutant, surtout lorsque l'éducation financière au préalable nous fait défaut. Je me suis laissé emporter par l'euphorie des débuts et j'ai dépensé sans compter plutôt que de voir cet argent-là comme un capital prêt à être investi et qui me permettrait par la suite de mieux progresser et d'aller chercher des chiffres beaucoup plus haut. Et comme si cela ne suffisait pas, je me suis fait avoir par une arnaque. Je reviendrai sur ce détail un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, avec du recul et l'expertise, je suis capable de dire que le potentiel de cette boutique pouvait atteindre au minimum 100 voire 150 000 € de chiffre d'affaires sans grosse difficulté. Après, bien évidemment, là j'en parle avec beaucoup de rétrospective, mais du moins ce que je veux que vous sachiez et les leçons que je vais vous donner vont vous permettre de ne pas limiter justement votre progression sur une boutique et d'aller chercher un meilleur potentiel, un scaling le plus longtemps et le plus haut possible. Je m'étais convaincu que ces premiers résultats étaient en partie grâce à mon génie unique et non pas par rapport à une circonstance de marché favorable et non pas parce que j'étais là au bon endroit, au bon moment et peut-être que j'ai utilisé un processus sans le savoir qui fonctionnait. C'était ma première grande erreur et celle qui va me marquer le plus car elle ne concernait pas tout simplement une mauvaise décision financière mais une méconnaissance fondamentale de la réalité entrepreneuriale. Ma première boutique, je l'avais commencé avec 200 €. Donc automatiquement, j'ai fait le lien avec le cash flow en me disant que ce n'était pas nécessaire d'avoir un gros capital. Et en plus, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Vous n'avez pas besoin de capital, vous pouvez commencer avec une centaine d'euros. Mais si la chance vous sourit pas dès le début, il faut avoir ce capital pour vous permettre de jouer plusieurs fois. Plus vous avez de capital, plus vous allez être capable de jouer de parties. Et donc plus vous jouez de parties, plus votre probabilité de réussite, elle va être grande. Le but n'est pas de faire un all-in et un tapis. Le but est de jouer le maximum de jeux possible pour augmenter ses chances de réussite. Bien sûr qu'il y a un facteur de chance qui rentre en jeu, mais l'essentiel c'est de pouvoir jouer et tester. Et cette erreur, je m'en rends compte seulement quand je retente l'expérience et quand je veux réitérer justement ce premier succès. Et c'est là où je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup plus de capitaux, qu'il faut tester plusieurs produits, qu'il faut peut-être déléguer ses créatives pour qu'elles soient meilleures. Et c'est que à ce moment-là vraiment où je me dis, ok, là j'ai fait une erreur, j'ai perdu mon capital. Maintenant, c'est important. Mais bon, n'est-il pas humain de se sentir invincible après un premier succès? Mais c'est là où je veux mettre le point, c'est que le danger lorsqu'on débute, c'est de sous-estimer la complexité entrepreneuriale, qu'elle soit e-commerce, dropshipping, peu importe, et surestimer ses compétences. Et ça, c'est un biais cognitif qui arrive à la plupart des personnes qui commencent. Je comprends que pour lancer un e-commerce, il faut tester un nombre de variables très élevé, et donc il faut avoir du capital. Et le succès ne repose pas donc simplement sur le fait de trouver un produit ou d'avoir un process, mais de gérer
gérer astucieusement ses ressources et ses finances. Avant de vous révéler comment gérer ces situations de cash flow, parlons des erreurs, vous savez, celles qu'on ne voit pas venir. En début de vidéo, je vous ai parlé d'une arnaque que j'ai subie lors de ma première boutique et c'est surtout cette erreur qui m'a fait réaliser à quel point le monde des fournisseurs était un champ de mines. Lors de ma première boutique, il fallait que je trouve un moyen d'expédier mes produits. Sachant que je faisais du dropshipping, les experts sur internet, les gourous, nous disent qu'il faut passer par un lien AliExpress au lieu de passer par un agent ou un fournisseur Alibaba directement. Enfin bref, que le vendeur AliExpress allait envoyer mes colis en temps et en heure en respectant une certaine qualité, un certain délai de livraison. Après de nombreuses discussions et accords avec ce vendeur AliExpress, j'étais convaincu d'avoir établi une relation de confiance. J'effectuais des paiements tous les 2 jours pour garantir la bonne expédition et donc un bon délai de livraison pour les clients. Tout semblait bien se passer jusqu'au jour où les ennuis ont commencé à faire surface. Tout d'abord des retards de livraison qui sortent du cadre de l'accord initial avec le vendeur AliExpress et deuxième chose, c'est des numéros de suivi qui sont inexacts. Mais j'ai mis plus de 3 semaines à me rendre compte de la supercherie que j'étais en train finalement de me faire arnaquer. 3 semaines durant lesquelles je payais toutes mes expéditions et mes produits à ce vendeur AliExpress. Les plaintes des clients ont commencé, ce qui m'a fait rentrer dans un tourbillon d'ennuis où ma page de score Facebook a chuté, ce qui a entraîné les blocages de mon compte Facebook et donc je ne pouvais plus advertiser. Je commençais à recevoir les rétrofacturations et les litiges sur Stripe et sur PayPal, ce qui a fini par bloquer tout mon écosystème. La conséquence, une perte sèche de plus de 10 000 € gagnée à la sueur de mon front. Il y a une chose qu'on ne nous dit pas souvent lorsqu'on se lance dans l'e-commerce, c'est que derrière les ventes et les tableaux de bord impressionnants se cache un univers complexe de logistique et des relations fournisseurs. Cette étape, souvent sous-estimée, peut à la fois propulser votre business vers les sommets ou l'enterrer avant même qu'il ait commencé. Car vous le voyez ici que chaque décision, chaque étape mal calculée peut s'avérer fatale pour vous et votre entreprise. Après le fiasco avec le fournisseur, j'étais remonté à bloc. J'ai dévoré tout sur l'e-commerce, formation, tactique, j'ai appris de mes erreurs, j'ai changé mes stratégies, j'ai commencé à développer de nouveaux process. Et au fur et à mesure, mes efforts ont commencé à payer. Grâce aux relances SMS par exemple, j'obtenais des ROS de plus de 1000%. Ça me faisait 2500 € de CA juste sur la partie de relance SMS. Mon nouveau process déchirait tout, mes campagnes email fonctionnaient super bien avec les relances, les welcome series, etc. Enfin bref, j'étais en train de tout déchirer dans l'e-commerce. En août 2021, j'affiche fièrement un CA de 200 000 € avec une marge assez convenable et surtout enviable à 50%. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel produit je vendais, dites-le moi en commentaire, je vous l'enverrai. Je scalais comme j'ai jamais scalé une boutique auparavant. Je commençais à atteindre de nouveaux sommets et donc une nouvelle progression, des nouveaux échelons. Cependant, la face cachée de ce succès était une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. En réalité, en voulant scaler trop vite, je n'avais pas anticipé les mécanismes de sécurité, les mécanismes en gros de vérification des moyens de paiement, là en l'occurrence Stripe. Et étant donné qu'elles ont peur de prendre un risque de rétrofacturation trop élevé, c'est l'idée que beaucoup de clients font litige auprès de Stripe et que Stripe n'a pas assez de fonds pour les rembourser. Dans ce cas-là, comme dans le mien, avec une progression très rapide de 0 à 7 000 € par jour, voire à partir du 2e mois à 8 000 € par jour, Stripe a tout simplement décidé de bloquer les virements sortants et de conserver les fonds qu'elle avait dans son compte. J'ai donc appelé Stripe et ils ont dit que c'était juste une simple vérification de routine. De toute façon, à ce moment-là, je m'inquiétais pas car je connais les vérifications Stripe et je sais ce qu'ils demandent. Moi, dans mon cas, j'avais un stock, j'avais des photos, j'avais des numéros de suivi et de tracking depuis le début, depuis le premier produit. J'avais un excellent score au niveau de Facebook, au niveau de Trustpilot et donc je savais que mes clients étaient satisfaits du produit et que le risque de rétrofacturation n'allait pas être élevé et n'allait pas du coup me mettre dans une situation où j'aurais perdu cet argent-là. Et voilà, le coup fatal. 2 semaines après cette vérification de routine, Stripe décide de bloquer mes 110 000 € pour une période de 180 jours. L'idée selon eux, c'est de voir s'il y aura des rétrofacturations futures ou non. Et donc le fait de bloquer votre somme, ça leur laisse la possibilité, donc une somme d'argent avec laquelle eux peuvent rembourser les clients. Et alors cette somme, elle est fruit de nuit blanche en fait, c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est des erreurs, c'est de l'envie. Et là tout d'un coup on me dit t'auras pas le droit
assez de somme, malgré que tu l'as gagné, en fait non, nous on estime que tu n'as pas le droit pour l'instant. Le fait d'entendre ça, c'est comme un coup de massue, surtout que vous trouvez que la situation, en fait, elle est injuste. Tu fais tout bien, et là d'un coup on te dit, malgré tout, non. Et donc en fait finalement, ça reste une nouvelle épreuve à surmonter. Pour tous ceux qui ont eu justement ces problèmes avec Stripe, je vous conseille de vous calmer, d'être diplomatique avec eux, de les appeler, à savoir s'ils ont besoin de documents nécessaires en plus, travailler plutôt avec eux que contre eux. Parce que dans tous les cas, ils sont en position de force et nul ne sert de s'énerver. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de galère et de problème avec Stripe. Précisez quel montant ils vous ont bloqué. Une nouvelle épreuve à surmonter. L'impact à ce moment-là, il est dévastateur. Pendant 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont bloqué mon capital. Celui grâce auquel j'aurais pu prétendre à un meilleur scaling, à une meilleure progression, là tout d'un coup, je me retrouve bloqué. Car on se rend compte que la vie nous réserve des surprises. Mais c'est un rappel de l'entrepreneuriat, une leçon d'humilité, un rappel que même lorsqu'on a surmonté une épreuve, l'entrepreneuriat peut nous réserver des surprises inattendues. Et qu'on se comprenne bien, les surprises, elles peuvent être à la fois positives, vous pouvez avoir une bonne dynamique, que ça soit sur le produit, sur le marché, que ça marche super bien pour vous, mais il ne faut pas oublier que parfois on peut avoir ce genre d'obstacles, des défis, une série comme ça d'obstacles. La vie de manière générale va tester votre cuir, va tester si vous êtes solide et si vous êtes capable justement d'assumer ses responsabilités, qu'elles soient en termes de succès, en termes d'argent. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant. Mon parcours, comme celui d'autres entrepreneurs, est pavé d'erreurs et de succès. À la différence, c'est que moi, je prends le pari en fait de parler de mes erreurs, de les exposer plus que de mes succès, car je peux vous dire une chose, je n'ai jamais eu de meilleure leçon que lorsque j'ai fait des erreurs. Je n'ai jamais autant appris de mes erreurs que je n'ai appris de mes réussites. Je vais vous donner les leçons et les apprentissages que moi j'en ai tirés par rapport à ces erreurs-là. Je vais vous les donner d'une manière structurée afin que vous puissiez à la fois anticiper, résoudre les problèmes si vous l'avez et quelles sont les meilleures stratégies à adopter pour éviter cela. Alors je vous rappelle les faits. On a 3 grosses erreurs. La première chose est la précipitation. La deuxième est la méfiance. Et la troisième est la vigilance financière. Avec 110 000 euros bloqués, la hâte de scaler trop vite m'a montré que la croissance, bien que désirable, doit être maîtrisée et structurée. L'arnaque du fournisseur m'a rappelé que dans le monde des affaires, la confiance est une denrée rare, précieuse et qu'il faut la donner seulement après réflexion, vérification et surtout je vous recommande d'avoir des recommandations. Enfin, la gestion du cash flow. Une leçon brutale sur l'importance de garder un œil prêt et constant sur votre cash flow, sur les entrées d'argent et les sorties et surtout de toujours prévoir pour l'inattendu. Maintenant, passons aux leçons et à l'apprentissage pour chaque erreur. Je parle bien de Stripe qui m'a bloqué 110 000 euros, qui était une période vraiment stressante, mais on va voir maintenant comment anticiper le problème. Stripe, mon premier conseil, c'est de changer de Stripe régulièrement. Ça, seulement dans la condition où vous êtes en train de scaler. Donc, admettons que vous scalez, vous êtes à 2000, 3000, 4000 euros par jour. Et bien, ce que vous faites, c'est que tous les 2 ou 3 jours, vous déconnectez le Stripe et vous en branchez un autre. Vous pouvez en avoir 2 ou 3 en backup. Ça va vous permettre en fait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et dans le cas qu'il y ait un blocage, au moins ça bloque 1 sur 3 ou 1 sur 2. Et en tout cas, ça bloque pas tout votre capital et ça vous empêche pas de respirer, de scaler, de payer vos fournisseurs, etc. Une règle que vous pouvez mettre en place, c'est par exemple de ne jamais laisser plus de 20 000 euros sur un compte Stripe. C'est ce que je fais désormais. 20 000 euros, ça correspond à peu près 3 000, 2 800 euros par jour sur une semaine. Et bien, chaque semaine, vous changez de compte Stripe. Comme ça, vous avez 3 comptes Stripe par mois avec lesquels vous pouvez tourner. Vous évitez encore une fois tout problème. Alors dans le cas où vous êtes déjà confronté à un problème ou le jour où vous le serez, ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter immédiatement les services de paiement et de discuter avec eux. L'important, c'est de les appeler tous les jours. Parce que moi, par exemple, lors de mon blocage, pendant 2 semaines, je les appelais, ils me disaient c'est une vérification de routine. À un moment, à force de les saouler, je les ai fait craquer. Ils m'ont dit écoutez, on a bloqué vos fonds en fait. C'est ça la réalité. Donc il faut les appeler car il faut avoir l'information. Le but, c'est de chercher l'info afin de savoir, d'anticiper et de changer sa stratégie. Également, il est super important de les tenir au courant, de les appeler, en fait, de les faire anticiper votre propre scaling, de leur expliquer comment, où est votre stock, etc., etc. Ça va vraiment vous permettre de mettre une relation de confiance avec eux et surtout d'avoir un suivi sur votre compte régulier et vous aurez de meilleures réponses ainsi. Un point super important, mettez à jour vos numéros de tracking, que ça soit sur Stripe ou que ça soit sur PayPal. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Également, si vous avez un problème avec Stripe et un problème qui dure, par exemple, moi, lorsqu'ils m'ont bloqué mes fonds de 110 000 euros au bout de 6 mois, en fait, au bout
bout du 8e mois, ils me les avaient pas libérés. À ce moment-là, la seule chose à faire, c'est de prendre un avocat. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un avocat spécialiste en moyens de paiement. Au bout d'une semaine, mes fonds étaient débloqués. Je suis pas en train de dire qu'un avocat va vous débloquer vos fonds avant. Ce que je dis, c'est que Stripe aura une fâcheuse tendance à ne pas débloquer vos fonds le jour J. Il faut les relancer et si ça marche pas, prenez un avocat. Si vous êtes dans un cas où vous avez dépassé en fait les délais contractuels, prenez un avocat. Si c'est avant, ça sert à rien, vous allez perdre votre argent. Stripe va pas vous débloquer en 2 mois. Si vous ont dit 6 mois, ça sera 6 mois. Pour moi, la stratégie globale en fait adaptée avec les moyens de paiement, c'est de créer une relation. Pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé il y a 4 ans, le service PayPal me bloquait. Donc je les ai appelés tous les jours. Je pense que je connaissais le nom de tous ceux qui étaient au SAV, je les saoulais tous les jours. Mais au moins, j'arrivais à avoir cette relation où je disais, bon bah voilà, j'ai appelé hier, j'ai appelé avant-hier, vous me dites la même chose, je veux une solution. Et au fur et à mesure, PayPal me débloquait en fait mes fonds parce que j'appelais, j'expliquais que j'allais scaler, j'expliquais quel était mon stock, je m'intéressais au sujet si vous voulez, je m'intéressais à mes litiges, j'essayais de comprendre pourquoi à un moment donné le client remporte le litige et pourquoi il ne le remporte pas. Et du coup, au fur et à mesure, bah PayPal va vous débloquer, il n'y a pas de secret en fait. Ce que j'ai compris de ce blocage de Stripe, c'est que Stripe n'aime pas le stock en Chine. Moi, j'avais mon stock qui était en Chine et donc je pensais que c'était ok, de toute façon, j'avais mon stock. Mais en fait, dans la politique de Stripe, ils ne sont pas d'accord avec ce genre de business model. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qui importe, c'est pas que ça soit de Chine ou de Pologne, on s'en fout. Ce qui importe, c'est les délais de livraison. Et ils savent que indéfiniment, si c'est en Chine, bah ça va mettre quand même plus de temps que la poste, par exemple. Et donc, vous avez beau avoir des délais de 5 à 6 jours venant de la Chine, en fait, le plus important pour eux, c'est d'avoir un stock en Europe. Si vous arrivez à livrer en 2 jours, vous n'aurez jamais de problème avec les moyens de paiement. Donc, ce que je vous conseille, ça, c'est pas un conseil pour les débutants. Quand vous débutez, vous commencez en dropshipping, vous testez un produit, vous passez en stock, vous le développez en marque. Et l'étape, en fait, finale, c'est de faire votre stock en Europe, que ce soit, par exemple, en Italie ou en Pologne, ce sont les meilleurs endroits pour faire son stock. Vous avez des délais de livraison de 2 à 3 jours, vous débloquez toujours vos fonds super rapidement et pompon sur la Garonne, vous n'avez pas de problème. Je tiens juste à rappeler que ces leçons, ces apprentissages viennent tous d'un même thème. En fait, ils ont un tronc commun, un dénominateur commun qui est le professionnalisme. Si vous pensez d'une manière professionnelle, vous allez y arriver, vous aurez moins de problèmes. Si vous pensez d'une manière amateur et juste pour faire du cash vite fait, ça va pas marcher sur le long terme et vous allez juste perdre votre temps. Donc soyez professionnel à chaque chose que vous faites dans votre vie. Lorsque j'ai eu le blocage de Stripe de 110 000 euros, je n'avais plus le choix et je ne pouvais plus scaler. Mais la relation que j'avais construite avec mon agent depuis plus de 2 ans m'a permis d'avoir une petite exception et m'a quand même permis de scaler. Laissez-moi vous expliquer. L'idée était que je puisse payer toutes mes factures, donc les expéditions, seulement 2 mois après. Donc ce qui m'a donné en fait la perspective et la chance de garder mon capital que pour le scaling durant 2 mois. Donc c'est la raison pour laquelle je disais en début de vidéo qu'avoir une bonne logistique, ça va vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en e-commerce. Ne jamais choisir un agent sur AliExpress. Ce sont des dropshippers qui eux-mêmes n'ont pas le stock, qui vont se fournir via Alibaba directement et surtout qui vont vous vendre un produit de très faible qualité pour faire grossir leur marge avec un prix très élevé. Donc vous, lorsque vous allez chercher à imputer votre prix, à faire un x3 pour avoir un prix de revient convenable, eh bien votre prix de vente va être très élevé par rapport à la qualité et forcément vos clients vont être déçus. Également, ça sert à rien de se référer aux avis sur AliExpress car ce sont des avis manipulés qui sont faux. Donc ne jugez pas la qualité d'un produit sur AliExpress par rapport aux avis. Pour avoir un agent fiable et de confiance, rien de mieux que d'avoir un agent sous recommandation avec quelqu'un qui a travaillé. D'ailleurs, si vous voulez avoir mon agent, envoyez-moi un DM sur Instagram. Un autre point qui est très important, c'est de suivre les délais de livraison. Toutes les semaines, regardez, prenez 5-10 commandes et regardez combien de temps ça a mis à être livré. Ça, c'est super important parce que parfois, il peut y avoir des variations et votre agent ne peut ne pas vouloir vous prévenir. Donc, il faut être capable de le voir et lui dire, écoute, s'il y a un problème de livraison, s'il y a des retards, il faut me le dire, comme ça, je peux anticiper avec mes clients. Donc, faites bien comprendre à votre agent que si vous avez des produits de bonne qualité, vous allez pouvoir bien scaler avec, vous aurez des clients satisfaits et donc vous allez pouvoir vendre plus longtemps et ça pour son plus grand bonheur puisque pour chaque commande, lui, il prend une commission. Donc, il faut se la jouer comme ça, il faut expliquer, il faut parler. Contrôle et communication, ça, c'est super important. Moi, mon agent, c'est comme un employé en interne. Pour moi, il fait partie de l'équipe. Et donc, c'est la raison pour laquelle je fixe des rendez-vous hebdomadaires qui me permettent à la fois de vérifier la qualité du produit, de savoir où sont les stocks, pour savoir est-ce que les délais de livraison, ils ont été respectés cette semaine et quels sont les taux de retour. Et ça permet justement d'ajuster et de l'impliquer en fait dans votre entreprise. Et encore une fois, un bon partenaire va vous aider à surmonter les problèmes, que ce soit avec Stripe, que ce soit sur des retours, etc. Le but, c'est d'avoir vraiment quelqu'un d'impliqué avec vous
pour qu'ils puissent vous trouver des solutions et non pas être un obstacle. Les dernières leçons qu'on va voir, c'est les leçons sur la mauvaise gestion du cash flow. Je vous conseille d'utiliser des outils pour le suivi financier. Vous pouvez utiliser des applications, il y en a plein. Moi, celle que j'utilise s'appelle True Profit. C'est une application qui va calculer vos marges, qui va se linker en fait sur vos plateformes ads, par exemple du Facebook, etc. En fait, elle va calculer vos coûts produits, les frais Shopify, les frais de plateforme, etc. et vous donner votre marge. Ça vous permet donc de trouver votre point d'équilibre et là où vous êtes le meilleur en termes de marge. Également, je conseille de faire des prévisionnels comme ce que je fais moi. Ça me permet en fait de savoir quel est le montant de capital que j'ai, quand est-ce qu'il va se débloquer. Par exemple, les moyens de paiement, ça peut être 3 à 7 jours. Donc ça me permet en fait d'ajuster mon scaling, de ne pas scaler trop agressivement parce qu'après vous n'aurez plus de capital pour être capable d'envoyer vos produits et donc vous aurez des problèmes. Donc l'idée c'est de trouver ce delta entre deux qui vous permet de trouver l'équilibre entre les dépenses et les COGS. Pour avoir un bon équilibre de dépenses, il faut maintenir un équilibre entre les finances personnelles et les finances professionnelles. Je vous conseille de fixer un salaire prédéfini par rapport à un pourcentage de votre gain global, en gros de votre chiffre d'affaires. Ça vous permet d'être assez structuré dès le début. Le fait de suivre votre cash flow va vous donner un ordre, une discipline qui est super nécessaire parce que si vous l'avez pas dès maintenant, dès que vous commencez ou dès que vous êtes intermédiaire, vous l'aurez pas quand vous ferez beaucoup d'argent et donc ça va vous rattraper et ça risque de vous mettre à mal. Si vous souhaitez en savoir plus ou discuter davantage, n'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez pas, au-delà des erreurs se trouvent de précieux enseignements. Tirez-en profit, adaptez-vous et avancez avec détermination.